Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux extensions d'anneaux et de corps, leçon qui prépare une leçon sur la résolution des grands problèmes de géométrie. A est un sous-anneau d'un anneau B et S une partie de B. Respectivement, K est un sous-corps d'un corps L, et donc à ce moment-là, S est une partie de L. L'ensemble delta des sous-anneaux de A contenant A union S est non vide car il contient B. De même, l'ensemble delta des sous-corps de L contenant K union S est non vide car elle contient L. On note A de S, respectivement K de S, l'intersection de tous les éléments de delta. C'est donc un sous-anneau de B, respectivement un sous-corps de L qui contient A union S, parce qu'ils contiennent tous A union S, respectivement K union S, et qui donc appartient à delta. Et il contient tout élément de delta, puisque c'est l'intersection des éléments de delta. Donc il contient tout élément de delta. C'est donc le plus petit des sous-anneaux de B, respectivement sous-corps de L, qui contiennent A union S, respectivement K union S. Bon, ça, c'est ça ne mérite pas d'explication, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois, ce genre d'explication, sur les plus petits ensembles obtenus en faisant des intersections d'ensemble. Par la suite, A, B, respectivement KL, sont supposés commutatifs. A de S, on peut dire l'anneau engendré par S, et A est égal à A, si et seulement si S est inclus dans A. K de S égale K, si et seulement si S est inclus dans K. Démonstration, A de S contient S, donc A de S égale A, implique que S est inclus dans A. Réciproquement, si S est inclus dans A, alors A appartient à delta, donc A de S est inclus dans A, idem avec K, c'est évident. Si S est inclus dans L, alors A de S est inclus dans K de S. Démonstration, K est un corps, donc un sous-anneau, donc un anneau, donc un sous-anneau de l'anneau L. Tout sous-corps de L qui contient S est un sous-anneau de L contenant S. Donc l'ensemble delta L des sous-corps de L qui contiennent S est inclus dans l'ensemble delta A des sous-anneaux de L qui contiennent S. Alors, ça veut dire que delta L est inclus dans delta A. Donc quand je fais l'intersection de tous les éléments qui sont là-dedans, comme il y en a plus que là, eh bien c'est l'inverse. L'intersection va être inclue dans celle-là. Et donc A de S est inclus dans K de S. Voilà. K de S est un sous-anneau du corps K de S, c'est évident parce que K de S est inclus dans K de S. S est égal à vide, implique que A de S est égal à A. Oui, alors ça c'est évident parce que du coup c'est le petit sous-anneau de B qui contient A est vide, donc qui contient A, donc c'est A. Et K de S est égal à K, pareil, évident. S inclus dans S' implique que A de S est inclus dans A de S', K de S inclus dans K de S', évident. Parce que les sous-anneaux de B qui contiennent S' contiennent toujours S, puisque S est inclus dans S'. Donc, A de S, là, c'est le plus petit qui contient S, il va donc être inclus dans le plus petit qui contient S'. S', deux parties de B, respectivement L. Alors, A de S' de S est égal à A de S de S' est égal à A de S union S', idem avec L. Bon, il suffit que je démontre que ça est égal à ça, c'est pareil pour l'autre. Démonstration, A de S' de S est un sous-anneau de B qui contient A de S' et S. D'accord? Mais A de S' contient A et S', donc il va contenir A, S' et S. D'accord? Donc, il va contenir A et S union S'. Donc, celui-là va être inclus dans celui-là. Maintenant, si je prends celui-là, il contient A et S'. Il contient S union S', donc il contient S'. Donc il va contenir A de S'. Mais il va contenir aussi S, donc il contient A de S' et S, donc il va contenir le plus petit sous-anneau qui contient A de S' et S, c'est-à-dire celui-là. D'accord? Donc comme il va le contenir, ça veut dire que celui-là est inclus dans celui-là. Donc j'ai la double inclusion qui montre l'égalité. Voilà, et donc c'est terminé, j'ai dit idem pour le corps. Conséquence, si S est une partie finie de B, respectivement L, alors on a ça et ça. C'est une récurrence évidente sur N.
Extension simple, c'est quand S est réduit à un élément, θ appartenant à B ou à L. A de S va être noté à ce moment-là comme ça, appelé extension simple d'anneau, et K de S noté comme ça, extension simple de corps. Définition, θ appartient à B, l'expression polynomiale en θ, c'est une expression Pθ où P appartient à 1 de X. À ce moment-là, évidemment, Pθ appartient à B, parce que Pθ, ça va être une somme de AK θ à la puissance K, d'accord? Donc les θ à la puissance K, ils appartiennent à B, les AK aussi, donc Pθ va appartenir évidemment à B. Θ appartient, une autre façon de dire, c'est que le P qui appartient à 1 de X, il va aussi appartenir à B de X. Donc quand je fais Pθ, ça appartient à B. Quand θ appartient à L, ben on appelle ça une expression rationnelle. Elle est de cette forme-là. PQ appartient à K de X. Qθ différent de 0, donc il va être inversible. Ce que j'appelle Pθ sur Qθ, c'est Pθ Qθ moins 1. Ou alors, c'est pareil que de dire que c'est la fraction rationnelle P sur Q en θ, condition quand même de dire que son dénominateur est non nul en θ. Donc je ne vais pas le dire comme ça. Si θ appartient à A de θ est l'ensemble des expressions polynomiales, c'est ce que je vais démontrer en θ. Et si θ appartient à L, kθ est l'ensemble des expressions rationnelles en θ. Démonstration 1. Pour l'anneau, θ appartient à B, donc E, un sous-anneau de B contenant A et θ, et P, ce polynôme qui appartient à 2x. Les AK appartiennent à A, les θ à la puissance K appartiennent à E, d'accord, et A est inclus dans E, parce que j'ai dit que E contenait A. Et donc Pθ, qui est ça, va appartenir à E, parce que E est un anneau. Donc quand je fais les θ à la puissance K, je multiplie par les AK, je suis encore dans E, et quand je fais la somme, je reste dans E. En particulier si E est l'anneau Aθ, l'anneau Aθ qui contient bien A et θ. Donc cet ensemble-là est inclus dans Aθ. Mais θ appartient à U. Il suffit de prendre P égale X appartenant à 2X, et Pθ est égal à θ à ce moment-là. Et A est inclus dans U, parce que si je prends A appartenant à A, je prends le polynôme constant qui appartient à 2X, et Pθ est égal à A appartient à U. Enfin, U est un sous-anneau de B, car on a le morphisme évident, qui est F, qui a P appartenant à 2X, associe Pθ appartenant à B. C'est évident, donc je ne le démontre pas. Et U égale F de A de X, donc ça veut dire que U est un sous-anneau, et donc U, il va contenir Aθ. Et donc j'ai la double inclusion, donc U égale Aθ. Pour le petit 2, cas où θ appartient à L, je prends un sous-corps de L contenant K et θ, PQ appartenant à K de X, Qθ est différent de 0, donc inversible, et donc j'ai ça qui appartient à L, et si on note F de X égale P sur Q, la fraction rationnelle appartenant au corps K de X des fractions de K de X, on a F de θ égale Pθ sur Qθ qui appartient à L. Bon, ça c'était histoire de rappeler ce que c'était que les fractions. Pθ appartient à E, Qθ appartient à E, donc Pθ sur Qθ appartient au corps E, puisque c'est un corps. En particulier, oui, parce que Qθ est différent de 0. En particulier, si E, alors ça c'est toujours Pθ multiplié par Qθ moins 1. En particulier, si E est égal à kθ, donc cet ensemble-là va être inclus dans kθ. C'est la même démonstration que précédemment. Θ appartient à U, prendre P égale X, Q égale 1, et K appartient à U, car si A appartient à K, alors P égale A et Q égale 1 me donne bien que A est égal à Pθ sur Qθ. U, enfin, est un sous-corps du corps L, parce que 1L, l'unité de L, c'est l'unité de K, et on vient de voir que K est inclus dans U, donc ça appartient à U. Et si je prends alpha et bêta qui appartiennent à U, et qui sont donc de cette forme, avec des dénominateurs non nuls, bien alpha moins bêta, c'est ça. Et là, j'ai un polynôme de K de X, là aussi, celui-là n'est pas nul en θ, donc ça appartient à U. Et alpha, bêta, ben, je fais pareil, et là j'ai deux polynômes de K de X, celui du bas n'annule pas θ, donc ça appartient à U. Et si alpha est différent de 0, donc Pθ différent de 0, mais j'ai aussi Qθ qui est différent de 0. 1 sur alpha, c'est Qθ sur Pθ, il va appartenir à U. Donc kθ est inclus dans U, et donc j'ai la double inclusion, et j'ai donc kθ égale U, fin de la démonstration.
Désormais, K est un sous-corps du corps commutatif L. On dit que θ appartenant à L est un 0 du polynôme P appartenant à K de X si P de θ est égal à 0. Théorème, θ appartenant à L, alors l'ensemble zθ des polynômes de K de X ayant θ pour 0, c'est-à-dire les polynômes qui s'annulent en θ, est un idéal de l'anneau K de X et Kθ est isomorphe, c'est un isomorphisme d'anneau, à l'anneau K de X, l'anneau quotient K de X sur zθ. Alors on a ce schéma, ce diagramme, avec f qui a P appartenant à K de X associe P de θ. Là la projection canonique, puisque zθ est un idéal, alors on va le démontrer, c'est un idéal. F c'est un morphisme évident. Et f de K de X, c'est K de θ, bien sûr, parce que K de θ, c'est exactement l'ensemble des P de θ. Zθ, c'est ker de f, puisque c'est l'ensemble des polynômes P tels que P de θ est égal à 0, c'est-à-dire tel que f de P est égal à 0. Donc, on sait que c'est un idéal de K de X, mais K de X est un anneau principal, donc factoriel, donc il a plein de qualités. Et donc, il existe P0 appartenant à K de X tel que zθ soit égal à P0 K de X. Là, j'utilise le fait qu'il est principal. F est surjectif, puisqu'on a ça. Donc, phi est un isomorphisme d'anneau. Voilà. Alors, c'est l'isomorphisme qui, à la classe de P, associe P de θ. Et, puisque c'est un isomorphisme d'anneau, cet anneau K de θ est isomorphe à l'anneau quotient K de X sur zθ. Alors un cas particulier, c'est quand P0 est égal au 0. Alors 0, c'est le polynôme nul de K de X. Et ça équivaut à dire que, évidemment, zθ est égal à 0. 0 est le seul polynôme P de K de X qui s'annule en θ. On dit que θ est transcendant sur K. Et à ce moment-là, on a K de X sur zθ égale K de X sur 0, et ça, on sait que c'est isomorphe à K de X. Et donc K de X va être, on va utiliser ça, et puisque ça, c'est isomorphe à K de X, ça veut dire que K de X va être isomorphe à Kθ. Mais K de X est un anneau, un sous-anneau du corps K de X, et n'est pas un corps. Alors pourquoi c'est pas un corps? Parce que si je prends X appartenant à K de X, il n'est pas inversible dans K de X. Sinon, il y aurait un polynôme P de K de X tel que 1 serait égal à XP, mais XP est de degré supérieur ou égal à 1, et 1 est de degré 0. Donc Kθ, qui est un sous-anneau de L, n'est donc pas un corps, puisque Kθ il est isomorphe. Ça, c'est un isomorphisme d'anneau. Il est isomorphe à K de X, qui n'est pas un corps. Donc lui, il ne va pas être non plus un corps. Donc Kθ n'est pas isomorphe à K de θ comme ça, parce que lui, c'est un corps. Conclusion, si θ est transcendant, eh bien, on a tout ça que je viens d'expliquer. Remarque, si θ appartient à K, alors θ n'est pas transcendant, parce que si je prends le polynôme P égale X moins θ appartenant à K de X, il vérifie Pθ égale à 0 et P est différent de 0. Donc θ transcendant, donc si ça, on a ça, donc θ transcendant implique que θ n'appartient pas à K. Si je prends le K égale Q et L égale R, on démontre que Pi et E sont transcendants. Alors, les démonstrations sont un petit peu longues. On les a déjà faites dans une leçon où on explique que Pi et E, on démontre que Pi et E sont transcendants. D'accord ? Voilà. Par contre, si n appartient à n, et que je pose θ égale racine de n, il n'est pas transcendant. Parce que si je prends le polynôme P égale x2 moins n, il est différent de 0, il appartient à Q de x, d'accord ? Là, il appartient même à z de x. Mais moi, je m'intéresse à Q de x parce qu'il faut être un corps. Et Pθ, évidemment, est égal à 0. Si K est égal à R et N est égal à C, I n'est pas transcendant non plus. Parce que si je prends le polynôme P égale x2 plus 1, il appartient à R de x. Il est non nul et il vérifie P de I est égal à 0. Quelques remarques faciles, mais quand c'est facile et qu'on veut rentrer dans les détails, c'est toujours un peu compliqué. Remarque, θ donc appartenant à L, alors K de θ, l'anneau est inclus dans le corps. En effet, le corps est un sous-anneau de L qui contient θ
θ est K, donc il contient cet anneau qui est l'anneau minimal. Donc on a cette inclusion et K de θ est un sous-anneau du corps K de θ. Si θ appartient à L et transcendant sur K, alors on a un isomorphisme comme ça d'anneaux. En effet, alors on avait déjà démontré que K de X était isomorphe à K de θ en regardant un diagramme où il y avait un quotient, K de X sur 0. Bon, on peut le retrouver ici en disant que K de θ c'est ça. On sait donc que phi est un morphisme surjectif, morphisme c'est évident, on l'avait déjà vu. Et on voit que phi de p égale 0 équivaut à pθ égale 0 équivaut à p égale 0 car θ est transcendant, donc phi est injectif, donc c'est un isomorphisme. Si θ appartient à L, on a vu que kθ c'est l'ensemble des fractions p sur q de θ, pθ sur q de θ, d'accord? Et ça c'est le corps des fractions de k de θ. Si θ est transcendant sur k, alors k de x est isomorphe à k de θ, ça on l'a déjà démontré. Les anneaux k de x, k de θ ont des corps de fractions qu'on va noter f de x et f de θ, et on va voir qu'il existe un isomorphisme psi de f de x dans f de θ dont la restriction à k de x est phi. D'accord? En effet, f de x est l'ensemble, il est obtenu en quotientant par une relation d'équivalence l'anneau produit k de x multiplié par croix k de x privé de 0. Et donc, la relation d'équivalence, c'est évidemment celle-là, on est habitué. Et c'est pareil pour f de θ, le corps des fractions qu'on a sur k de θ. D'accord? La notation P sur Q, ça signifie en fait classe de PQ. La notation A sur B, dans f de θ, ça signifie la classe de AB. Et A sur B, on va le noter AB-1, chose qu'on ne fera pas ici. Dans f de θ, et ça correspond exactement à A multiplié par B-1 dans AL. D'accord? Parce que B est différent de 0, donc inversé dans le corps L. Voilà. Alors, ça provient de l'unicité du corps des fractions, et c'est quelque chose qu'on a démontré dans un chapitre. Enfin, j'espère qu'on l'a démontré, mais je crois. Et on a cette application psi qui a P sur Q appartenant à f de x donne P sur θ, Pθ sur Qθ, en réalité Pθ Qθ moins 1 appartenant à k de θ. C'est un morphisme de corps évident, 0 est envoyé en 0, 1 en 1, P sur Q moins P' sur Q', c'est égal à ça, c'est envoyé en ça, et donc ça donne ça. P sur Q fois P' sur Q' qui est égal à ça est envoyé en ça, et donc ça donne ça. Et évidemment surjectif par construction et injectif parce que Pθ sur Qθ égale 0 équivaut à Pθ Qθ moins 1 égale 0 équivaut à Pθ égale 0 équivaut à P égale 0 puisqu'il est transcendant θ équivaut donc à P sur Q est égal à 0. Donc psi est un isomorphisme de corps et de plus si P appartient est un polynôme, eh bien P s'écrit P sur 1 pour être une fraction, il est envoyé par psi en Pθ sur 1, c'est-à-dire en Pθ, et donc sa restriction à k de x c'est bien phi, parce que ça c'est exactement phi de P. Comme k est inclus dans k de x, on remarque au passage, parce que ça nous servira, que si A appartient à k, que PA est le polynôme constant égal à A dans k de x, et bien son image par psi c'est PA de θ, c'est-à-dire A. Remarque que si k est égal à q, que L est égal à R, θ appartenant à R transcendant sur Q implique que θ n'appartient pas à Q, donc θ est irrationnel. La réciproque est fausse, bon, on reprend racine de 5 qui annule x2 moins 5. D'accord? Donc racine de 5 est irrationnel, mais il n'est pas transcendant. On suppose θ appartient à L, non transcendant sur K, donc forcément Z0 est égal à P0 K de x est non nul, puisque P0 est non nul. Alors, P0 est irréductible dans K de x, donc de degré supérieur ou égal à 1, parce que les polynômes irréductibles de K de x sont automatiquement de degré supérieur ou égal à 1. Z0 est un idéal premier et maximal de K de x. Kθ comme ça, c'est-à-dire l'anneau, le plus petit anneau qui contient K et θ, est égal en fait au plus petit corps qui contient K et θ. Donc ça, c'est un corps. P appartient à Zθ et P différent de 0 implique que degré de P est supérieur ou égal à degré de P0. Et enfin,
P0 est unique à lambda fois k étoile près, c'est-à-dire que si zθ est égal à pk de x, enfin zθ égale pk de x, ça équivaut à dire qu'il existe lambda appartenant à k étoile, tel que p égale lambda à p0. Démonstration. D'abord du petit 2, si pq appartient à k de x et que pq appartient à zθ, alors p θ qθ est égal à 0, donc p θ égale 0 ou qθ égale 0, puisque L est un corps, donc intègre. Donc P appartient à zθ ou Q appartient à zθ, donc zθ est un idéal premier. K est un corps, donc K de x est un anneau principal, donc factoriel. Zθ qui est un idéal premier va être maximal. Petit 1, K de x est factoriel et zθ égale P0 K de x est un idéal premier, donc P0 est irréductible dans K de x. Ça, ce sont des propriétés qui ont déjà été vues quand on a étudié les anneaux, bien sûr. Kθ est isomorphe à K de x sur zθ et zθ est maximal. D'accord? Donc Kθ est un corps, un sous-corps de L. Alors si on regarde de près, K de θ comme ça, c'est le petit corps qui contient K et θ. D'accord? Donc c'est un corps qui contient K et θ, donc c'est un anneau qui contient K et θ, donc forcément il contient ça. Donc j'ai cette inclusion. Alors maintenant, Kθ, je viens de voir que c'est un corps. Donc Kθ c'est un corps qui contient évidemment K et qui contient θ. Donc lui, il contient forcément ça, puisque ça c'est le plus petit corps qui contient K et θ. Donc j'ai la double inclusion, et donc j'ai ça. Petit 1, zθ est égal à P0 K de x, c'est un idéal premier de l'anneau commutatif unitaire intègre K de x, donc P0 est irréductible dans K de x, donc de degré supérieur ou égal à 1. 4. P appartient à zθ égale P0 K de x, implique que P est égal à P0Q, où Q appartient à K de x. P est différent de 0, donc Q va être différent de 0, et donc de ça, on en déduit que le degré de P est supérieur ou égal au degré de P0. Petit 5, supposons P appartenant à K de x, et Pk de x est égal à P0 K de x. Donc P appartient à P K de x, c'est P fois 1 si vous voulez. Donc P appartient à P0 K de x, donc P0 divise P. De même, en échangeant le rôle de P et P0, P divise P0. Donc, P et P0 sont associés. Donc, il existe Q inversible tel que P égale Q P0. Alors, c'est quoi les éléments inversibles de K de x? On les a déjà étudiés, toujours dans le même chapitre. Eh bien, ce sont les polynômes constants non nuls. Donc, les Q égale lambda, lambda appartenant à K étoile. Ceux-là, ce sont les inversibles. Donc, ils ne sont pas, ceux-là, ils ne sont pas irréductibles. C'est pour ça que les irréductibles ont un degré supérieur ou égal à 1. Donc, je vois que P est égal à lambda P0 avec lambda appartenant à K étoile. Réciproquement, si P est égal à lambda P0 où lambda appartient à K étoile, alors l'ensemble Pk de x va être égal à l'ensemble des QP, Q appartenant à K de x. Donc, je remplace P par lambda P0, donc ça fait cet ensemble-là. Là, je vois que j'ai des multiples de P0, c'est inclus dans P0 K de x. Et de même, si on a ça, comme lambda est différent de 0, P0 est égal à lambda moins 1 P, donc en remplaçant lambda par lambda de moins 1, j'obtiens que P0 K de x est aussi inclus dans P K de x. Donc j'ai la double inclusion, et donc j'ai en fait ici une égalité, d'où je vois que z de θ, pardon, c'est mal écrit, est égal à P K de x. Voilà, j'espère que je l'ai bien écrit ailleurs, oui ça a l'air. On suppose que θ n'est pas transcendant sur K. On dit alors que θ est algébrique sur K. Alors, il existe un unique polynôme P de degré n supérieur ou égal à 1, normalisé. Normalisé, ça veut dire que le terme de degré le plus grand est, donc si c'est degré n, 1x puissance n. Tel que zθ, donc le zθ qu'on connaît, est égal à p k de x. P est appelé le polynôme caractéristique de θ. On dit que θ est un élément algébrique de degré n. N c'est le degré de P, c'est le degré de P0 qu'on avait avant, sur K. Et on dit que kθ est égal à kθ, alors il n'est pas transcendant, est une extension algébrique, donc un corps de degré n. Justification. Pk de x, on le sait, est égal à P0 K de x si et seulement si P est égal à lambda P0 où lambda appartient à K étoile.
Donc P0 est irréductible de degré n supérieur ou égal à 1. Donc P0 est égal à somme de 0 à n de ak x puissance k. Dire que P est normalisé, ça équivaut à dire que lambda, alors je regarde le terme de plus haut degré, je multiplie par lambda, lambda an xn, donc lambda an doit être égal à 1, ce qui équivaut à prendre lambda égale 1 sur an, ce qui est possible, car an est différent de 0 vu que P0 est de degré n. Donc l'unique polynôme normalisé qui convient, ça va être P égale celui-là divisé par an, donc ça peut s'écrire comme ça. D'accord? Voilà, et ça prouve bien qu'il est unique, c'est le polynôme caractéristique de θ, il s'obtient en divisant le polynôme P0 par son terme de plus haut degré. θ est algébrique de degré n sur k, alors n différent de 0, on l'a déjà vu, et dire que n est égal à 1, ça équivaut à dire que θ appartient à k. Dans ce cas, P égale x moins θ est le polynôme caractéristique de θ. Démonstration, on a déjà vu que P est irréductible, donc n est supérieur ou égal à 1. Si n est égal à 1, P est de la forme x moins a, parce qu'il est normalisé. Il est à nul θ, donc ça veut dire que θ moins a est égal à 0, et donc que a va être égal à θ. Donc θ est égal à a appartient à k, donc θ appartient à k. Et maintenant, si θ appartient à k, P égale x moins θ est normalisé, et il est de degré 1. Et degré 1, c'est le polynôme, c'est le minimum pour avoir, puisque θ est algébrique, pour avoir le z de θ égale pk de x. Donc on ne pourra pas trouver de degré plus petit. Donc ça veut dire que comme pθ est égal à 0, c'est le polynôme caractéristique de θ. Et donc n est égal à 1. Théorème, θ algébrique de degré n sur k et alpha appartenant à kθ. Alors il existe un unique polynôme p appartenant à k de x de degré inférieur à n, tel que alpha est égal à pθ. Ça c'est une propriété très importante, ce qui va nous permettre de voir ensuite que kθ est un espace vectoriel de dimension n. Démonstration, alpha appartient à kθ. Donc il existe un polynôme P appartenant à k de x, tel que alpha égale pθ, soit P0 le polynôme caractéristique de θ. On effectue la division euclidienne de k de x. K de x est principal et est euclidien. Il est euclidien, donc de P par P0, donc ça donne P égale QP0 plus R, avec degré de R entre 0 et n. Et alpha égale pθ va être égal à Qθ P0 θ plus Rθ, mais P0 θ est égal à 0, donc ça fait Rθ, et degré de R est inférieur à n, donc j'obtiens bien le résultat. Alors maintenant, l'unicité, si je suppose alpha égale Pθ où degré de P est inférieur à n, alors alpha qui est aussi égal à, j'ai dit tout à l'heure, à R de θ, et donc ça me fait ça. Et donc P moins R en θ est égal à 0. Alors P moins R, ça veut dire qu'il va appartenir, P moins R de θ est égal à 0, ça veut dire qu'il appartient à ça. Donc, soit P moins R est égal à 0, soit, on l'a déjà vu avant, degré de P moins R est supérieur ou égal à degré de P0. Degré de P0 qui vaut n. Mais le degré de P est inférieur à n, le degré de R est inférieur à n, donc le degré de P moins R est inférieur à n. Donc, en fait, P moins R égale 0. Donc, P égale R, d'où l'unicité. Si θ appartient à n, transcendant ou algébrique, peu importe. Alors kθ est un K espace vectoriel, en effet. Kθ est toujours un sous-anneau du corps L qui contient K et θ. Alors si je prends U V appartenant à K de θ, si je prends L appartient à K, d'accord, comme kθ contient K, quand je vais faire en fait lambda U plus V, ça appartient à kθ, ça appartient à kθ, kθ est un anneau, donc ça appartient à kθ, ça aussi, et donc le tout appartient à kθ. Donc quel que soit UV appartenant à kθ et lambda appartenant à K, lambda U plus V appartient à kθ, ça veut bien dire que c'est un espace vectoriel. Alors bien sûr, parce qu'il contient déjà K, donc par exemple il contient 0, il n'est pas vide évidemment.
Remarque θ appartenant à L, on sait que K de θ est inclus dans L, on suppose qu'ils sont différents. Alors K de θ n'est pas un L espace vectoriel. Démonstration, P est égal à 1, c'est un polynôme constant qui appartient à K de x. Et évidemment, P de θ est égal à 1, donc 1 appartient à K de θ. Si K de θ était un L espace vectoriel, alors en prenant lambda appartenant à L moins K de θ, ce qui est possible, on aurait, puisque 1 appartient à K de θ, lambda fois 1 qui appartiendrait à K de θ si c'était un L espace vectoriel. Donc lambda appartiendrait à K de θ, ce qui est faux. Donc ce n'est pas un L espace vectoriel. Théorème, pour θ appartenant à L, n appartenant à n étoile. Alors θ est un nombre algébrique de degré n sur K, si et seulement si K de θ est un K espace vectoriel de degré n. À ce moment-là, la base, c'est ça. On sait déjà que K de θ est un K espace vectoriel. Supposons ça. Alors tout x appartenant à K de θ est un unique P de θ où P est un polynôme de degré inférieur à n. Alors je le complète jusqu'à n-1 éventuellement en mettant des zéros et j'obtiens ça. Donc x va être égal à ça. Les AJ appartiennent à K. Et donc je vois que ici les θ puissance J forment une partie génératrice de K de θ puisque c'est vrai quel que soit x appartenant à K de θ. Et donc K de θ est de dimension inférieure ou égale à n. Maintenant supposons des lambda k tels que somme de 0 à n moins 1 des lambda k θ à la puissance k égale 0. Alors j'ai ce polynôme là qui est nul θ et qui est de degré inférieur à n. Donc il est nul. Donc tous les lambda k sont égaux à 0. Donc on a une partie libre et donc c'est une base. Et donc K θ est de dimension n avec cette base là. Réciproquement, si K θ est de dimension n supérieure ou égale à 1, alors K θ est différent de 0. Donc θ est algébrique sur K, soit P son degré, P supérieur ou égal à 1. On vient de voir que K θ est alors un K espace vectoriel de dimension P. Bon, mais comme c'est de dimension n, ben P est égal à n, donc θ est algébrique de degré n. Théorème, P appartenant à K de x, θ appartenant à L tel que P de θ égale 0, alors il n'existe plus appartenant à K θ, attention c'est le corps, de x, polynôme à coefficient dans K θ, dans le corps K θ, tel que P égale x moins θ multiplié par Q. Démonstration, K est inclus dans K θ, donc K de x est inclus dans K θ de x, donc le polynôme P qui appartient à K de x va appartenir à K θ de x, de plus, θ appartient à K θ. Donc, θ il appartient à K θ. Et P de θ est égal à 0. Donc, on peut factoriser par x moins θ dans l'anneau principal K θ de x. C'est un anneau principal parce que K θ est un corps. Et donc il existe Q appartenant à K θ de x tel que P est égal à x moins θ facteur de Q. K est un sous-corps de L, P appartient à K de x, et θ1 jusqu'à θn, n supérieur ou égal à 1, sont des éléments de L et sont des zéros de P dans L. Alors il existe un polynôme qui appartient à, alors j'ai envie de dire A de x, d'accord, où A c'est ce corps-là, c'est-à-dire le plus petit corps qui contient K, θ1 jusqu'à θn, tel que P est égal à ça. Remarque, ça c'est une égalité dans ça. Les polynômes, là, ils sont tous dans ça. D'accord, qui est inclus dans L de x. Par récurrence sur, on fait la démonstration par récurrence sur n. C'est vrai pour n égale 1, on suppose que c'est vrai à l'ordre grand N, et on prend un polynôme P qui a n0 dans n plus 1 0 dans n. P θ1 égale 0, donc d'après ce qu'on vient de voir avant, il existe un polynôme Q dans K de θ1 de x et P est égal à x moins θ1 P1, pardon. On applique l'hypothèse de récurrence à P1, remplaçant cette fois-ci, puisque P1 appartient à ça, bah on remplace K par ça, par K de θ1, qui est inclus dans L. Et on peut le faire parce que θ2 jusqu'à θn plus 1 sont des racines de P1, puisque P des θk est égal à 0, donc pour K différent de 1, il faut que P1 des θk soit égal à 0, pour K allant de 2 à n plus 1. Et donc on en a n, donc on peut appliquer l'hypothèse de récurrence. Il existe Q appartenant
à kθ1 de ça de x, tel que P1 est égal à ça. Voilà. Alors ça, c'est bien une égalité dans ça. D'accord? Mais ça, c'est exactement ça, on le sait, puisque ce corps-là, c'est celui, c'est pas, oui, ce corps-là, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va avoir P qui va être égal à ça, fois ça, et donc ça nous fait ça, où Q appartient à ça, et donc la propriété, on vient de la démontrer, elle est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Isomorphisme sur un corps, donc LL' de surcorps du corps A, on dit que phi de L vers L' est un isomorphisme sur K, si phi est un isomorphisme et qui conserve K, c'est-à-dire phi de A égale A, quel que soit A appartenant à K. On dit que deux surcorps LL' du corps K sont isomorphes sur K, s'il existe phi de L vers L' qui est un isomorphisme sur K. Si K est un sous-corps de L, alors deux extensions simples transcendantes kθ, kθ', θθ' appartiennent à L, transcendant sur K, sont nécessairement isomorphes sur K. Démonstration, f de x, le corps des fractions de k de x, on sait qu'il existe un isomorphisme entre f de x et kθ, tel que pour A appartenant à K, considéré comme le polynôme constant de k de x, donc qui est inclus aussi dans f de x, va être envoyé en A appartenant à kθ. Idem pour psi, oui parce que k il est dans kθ. Idem pour psi avec ça. Et donc quand je prends psi rond phi moins 1, c'est un isomorphisme de kθ vers kθ', ça on le sait. Il vérifie quoi? Ben, si A appartient à K, il est d'abord envoyé par phi moins 1 en A qui appartient à f de x, qui est envoyé en A. Alors là, c'est les polynômes. Non, là, c'est A appartient à K. Ça, c'est un polynôme. Et c'est une fraction rationnelle A sur 1. C'est le polynôme PA constant égal à A et divisé par 1, qui est envoyé en A. Voilà. Et donc, on a bien démontré. Corps de rupture, K est un corps, P appartient à K de x, un corps R sur corps de K est un corps de rupture du polynôme P si R est égal à kθ où θ appartient à R. Est un 0, il faut que θ soit un 0 dans R, bien sûr, du polynôme P. Pθ égale 0 dans R. Je commence avec une remarque à propos de la définition du corps de rupture, R d'un polynôme P appartenant à K de x. Cette définition ne fait pas référence à la préexistence d'un corps L sur le corps de K, peu importe. R, c'est un surcorps de K au final, et il existe θ appartenant à R, qui est un 0 de P, dans ce que j'appelais autrefois L égale R, tel que donc on a L égale R égale P de θ. Mais le L, il préexiste pas, en fait. D'accord? À la fin, on peut considérer que L, c'est le corps de rupture. Théorème, soit K un corps, P irréductible dans K de x. Alors, si on a deux corps de rupture de P, ils sont nécessairement isomorphes sur K. Démonstration, LL', les corps de rupture, j'aurais pu les appeler R et R'. Donc on a ça, et QQ', les polynômes caractéristiques de θ, θ' relativement à LL'. Et donc on sait que L est isomorphe, qui est K de θ, est isomorphe à K de x sur l'idéal engendré par Q, c'est-à-dire QK de x, et idem pour L', qui est égal à K de θ', est isomorphe à K de x sur Q'. θ, θ' sont des zéros de P. P appartient à l'idéal, donc P appartient à l'idéal engendré par Q, puisqu'on sait que Q, c'est l'ensemble finalement des polynômes qui sont annulés par θ. Donc P et Q, c'est le plus petit polynôme non nul qui annule θ. Les autres, ce sont des multiples de Q. Donc P va être un multiple de Q, ou encore Q divise P.
Et de la même façon, Q' divise P, dans K de X. Mais P est irréductible, donc ça veut dire qu'il va exister A' inversible. Alors les inversibles dans K, c'est les éléments de K étoile. Les inversibles dans K de X, ce sont les éléments de K étoile, tels que P égale AQ et P égale A'Q'. Et à ce moment-là, on a l'idéal engendré par P qui est égal à l'idéal engendré par Q qui est égal à l'idéal engendré par Q'. C'est tout simplement parce que Q et Q' sont associés. Alors on peut leur démontrer, hein, si R appartenant à K de X appartient à P, alors R va être un PR', et R est égal à ce moment-là à QAR', d'accord? Et donc il va appartenir à Q, donc P est inclus dans Q. Alors, en même temps, on peut écrire que Q est égal à moins 1P, et à ce moment-là, on refait la même histoire, hein, et on va obtenir facilement que Q, cette fois-ci, est inclus dans P, et donc P égale Q, et de la même façon, on a l'idéal P qui est égal à l'idéal Q'. Donc, L est isomorphe à K de X sur P, puisque je peux remplacer Q par P, et puis ici, je remplace aussi Q' par P, et donc j'ai ça. Donc j'ai un isomorphisme entre L et L'. Alors de plus, si je regarde bien quel était cet isomorphisme-là, hein, j'avais ce schéma-là, et avec ce schéma-là, j'avais psi de classe de P égale P de θ. Hein. Et si je prenais A appartenant à K, que je peux considérer comme un polynôme constant, hein, son image, bah, l'image de A ici, ça va être A, ça va être le polynôme constant. Hein. Et donc, j'ai classe de A égale classe de PA, polynôme constant égal à A, qui est envoyé dans A qui appartient à K. D'accord? Qui appartient évidemment à L. De même pour F'. Donc j'ai K de X sur Q qui est égal à K de X sur P. Et j'ai psi donc qui va vers L, l'isomorphisme. Là j'ai l'isomorphisme qui va vers L'. Et donc j'ai un isomorphisme psi' rond phi moins 1 qui va de L vers L'. C'est comme ça que j'ai ça. Alors maintenant, si je prends A appartenant à F, psi moins 1 de A, ben ça va être le polynôme constant. Hein, d'accord? Non, ça va être ici. Et ça correspond au polynôme constant, c'est-à-dire classe de A ou classe de PA, si vous voulez. D'accord? Et psi' de classe de A, qui est psi' de la classe du polynôme PA, d'accord? Ben ça va être A. Donc psi' rond psi moins 1 de A va être égal à A, quel que soit A appartenant à K, ce qui prouve bien que cet isomorphisme est un isomorphisme sur K, puisqu'il conserve les éléments de K. Et c'est terminé. Théorème, K est un corps, P est irréductible, un polynôme irréductible de K de X, alors il existe un corps de rupture de P unique à un isomorphisme près sur K. Démonstration, je pose L, l'anneau quotient K de X sur P. Alors quand je dis P comme ça veut dire l'idéal P K de X. Alors c'est un corps puisque P est irréductible. Les éléments A appartenant à K sont identifiés au polynôme PA égale A dans K de X, polynôme constant, ça on est habitué. Et si AB appartient à K et que B est différent de A, supposons que classe de A égale classe de B, ça équivaut à dire que classe de PA égale classe de PB, ce qui équivaut à dire que PJ moins PA appartient à l'idéal, ce qui équivaut à dire que P divise PB moins PA, qui est égal à P de B moins A, c'est un polynôme constant de degré 0, et là P est de degré supérieur ou égal à 1 parce que P est irréductible, donc c'est impossible, et donc le degré... donc c'est impossible, et donc ça veut dire que classe de A est différente de classe de B, et donc que l'application qui a A appartenant à K est ceci, classe de A égale classe de PA appartenant à L est injective, et donc ça nous permet d'identifier A appartenant à K et classe de A appartenant à L. Soit θ égale classe de X, X c'est un polynôme de K de X dans L, d'accord? Soit Q est égal à somme des AJ x puissance j appartenant à K de X, n supérieur ou égal à 0, les AJ dans K. Donc Q de θ va être égal à la somme des AJ θ à la puissance j
Ça c'est dans L, et ça c'est égal à la somme des, alors grâce à ça, des classes de AJ, classe de X à la puissance J, et donc ça va faire classe de la somme des AJ, J, donc classe de Q. Hein, et ça appartient à L bien sûr, donc quel que soit Q appartenant à K de X, K de θ est inclus dans L, puisque Q de θ appartient à L. Si Q est égal à P, bah P de θ est égal à classe de P égale la classe de 0 égale 0 de L. Donc θ est algébrique dans L, parce que P est différent de 0 et que P θ est égal à 0. Si la classe de Q appartient à L, donc avec Q appartenant à K de X, on a vu que classe de Q est égale à Q de θ, qui appartient à K de θ. Donc je vois que L est inclus dans K de θ, mais comme on a l'autre inclusion, on en déduit l'égalité, où θ est un 0 de P, donc L est un corps de rupture du polynôme P. Unicité, déjà vu, parce que si L' est un corps de rupture de P, comme P est irréductible et que L est un corps de rupture de P, on a déjà vu que L et L' sont isomorphes sur K. Remarque, on a utilisé le fait que si L est un corps de rupture de K, avec donc P appartenant à K irréductible, alors L est isomorphe à K de X sur P. Ça a déjà été vu dans la démonstration qui prouve que deux corps de rupture sur K sont isomorphes sur K.